Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du débat Capital, Capital numéro 11, consacré aujourd'hui à la relance de l'économie française suite au déconfinement. Alors, selon l'Organisation des Nations Unies, l'épidémie de coronavirus aurait donné lieu à la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale, tandis que le Fonds monétaire international prédit, lui, la plus grave récession depuis la Grande Dépression des années 1930. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a même annoncé que la France pourrait connaître une récession de 11 à 14% du PIB en 2020 et supprimer jusqu'à 800 000 emplois. Alors de décider des moyens de relance de l'économie face à la crise massive provoquée par l'épidémie de coronavirus, nous avons décidé de consacrer ce nouveau numéro du débat Capital aux moyens d'une telle relance. Et pour nous aider à y voir plus clair, nous recevons aujourd'hui deux éminents économistes. Christophe Rameau, bonjour Monsieur Rameau. Bonjour. Vous êtes donc chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne et membre des économistes atterrés. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage L'État social pour sortir du chaos néolibéral aux éditions Mille et une nuits. Je reçois également Marc Toati. Bonjour Monsieur Toati. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, vous êtes président du cabinet ACDFI, auteur de nombreux ouvrages d'économie. Le dernier en date, Un monde de bulles, est paru en juillet 2018 et vous en préparez un prochain. Qui doit paraître donc bientôt et qui s'appellera Reset. Voilà. Reset, ouais, Reset. En anglais, c'est bien. Et tout de suite, notre première question. Au 21 mai, 110 milliards d'euros ont déjà été mis sur la table par l'État, mais il faut encore trouver des ressources. Certains demandent le retour de l'impôt sur la fortune, d'autres n'excluent pas un recours à une contribution solidaire. En France, si on rétablissait l'ISF, la mesure pourrait rapporter 3 milliards d'euros, peut-être même 10 milliards selon l'économiste Thomas Piketty. D'ailleurs, d'après ce dernier, il faut maintenant taxer les revenus et patrimoines les plus élevés, et il souhaite ainsi taxer les personnes qui ont les plus hauts revenus, mais aussi les personnes qui ont les plus gros patrimoines, car il estime que le patrimoine, c'est aussi un indicateur de capacité à contribuer aux charges communes. Alors, ce débat a déjà été fait. Je voudrais demander à M. Rameau, est-ce que, selon vous, il faut taxer en effet les plus riches pour relancer l'économie ? L'enjeu là, c'est de relancer. D'abord, c'est à la fois de relancer l'économie, puis surtout, c'est de la réorienter. C'est un peu ça l'enjeu à l'échelle française et puis à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'on change vraiment de modèle, de monde, quelque part. C'est-à-dire aller dans un monde à la fois plus écologique. Donc, il s'agit bien de relancer l'activité, mais d'essayer de faire face aux défis écologiques, donc d'aller vers une économie beaucoup moins carbonée. Ça suppose de réorienter les productions, de réorienter des dépenses. Donc ça, c'est le premier volet. Je pense qu'il est très important, peut-être, avant de rentrer dans le débat sur la redistribution, de bien prendre en compte le fait qu'il va y avoir donc là un creusement des dettes publiques un peu partout dans le monde. Ceci étant posé, aller vers un monde plus écologique, mais il faut aussi aller vers un monde plus solidaire. Et donc, il faut, avec cette crise, il faut bien entendu faire enfin ce qu'on aurait dû faire depuis Bayreuth, c'est remettre en cause ce monde profondément inégalitaire, mais inégalitaire dans le sens où on a aujourd'hui une fine couche de la société qui est une couche de rentiers, en quelque sorte, c'est-à-dire qui vit principalement des revenus de son patrimoine financier, immobilier d'ailleurs, et donc il faut remettre ça en cause parce que tout simplement ça rompt le contrat social. Mais j'insiste sur un point, peut-être au risque de vous surprendre, je ne pense pas que les enjeux de politique économique aujourd'hui se réduisent au fait de taxer les riches. Je pense qu'il faut taxer les riches. Et je suis d'accord avec une série de propositions qui ont été avancées ces derniers temps dans le débat public sur le fait qu'il est tout à fait nécessaire, y compris pour retrouver des logiques d'entreprise. Par rapport à des logiques financières, actionnariales de court terme, il est nécessaire de mettre en place, de revenir à une taxation qui existait durant les Trente Glorieuses et on s'en portait vraiment pas plus mal, c'est le moins qu'on puisse dire, donc de revenir sur une taxation des très hauts patrimoines. Il faut savoir que les propositions qui circulent sur notamment celles de Gabriel Zucman, d'Emmanuel Saez et de Camille Landais, c'était de mettre en place une taxation de 1% sur le patrimoine supérieur à 2 millions d'euros. Il y a qu'1% de la population donc qui est concernée. Donc, et puis une taxation plus progressive pour les patrimoines supérieurs à 10 millions d'euros. On peut aller jusqu'à des taux de 2%, voire 3% pour les patrimoines de plus d'1 milliard d'euros. Mais ça concerne vraiment bon. Mais ceci étant,
là c'est peut-être là que je vais vous surprendre, c'est que ça ne résout pas tous les problèmes. Hein, ça ne résout pas tous les problèmes. L'enjeu aujourd'hui, c'est comment dire, on va avoir des déficits publics. Et d'ailleurs, les libéraux, vous voyez ce que je veux dire, le patronat, finalement, lui qui traditionnellement dit ah là, la dépense publique c'est l'horreur, etc. Bon là, il dit c'est bienvenu. Hein, comment dire, chômage partiel, comment dire, plan de soutien à l'aéronautique, à l'automobile, toutes choses qui, de mon point de vue, sont nécessaires et c'est bien de l'avoir fait. Hein, ça creuse les déficits. Et là, on n'a pas, là, on sort des économistes ultra libéraux. Hein, il y a quasiment personne, y compris sur le volet, comment dire, dans le champ des économistes libéraux, qu'on dit ah non, fallait surtout pas le faire, fallait maintenir le dogme de l'équilibre budgétaire, etc. Non. Alors par contre là, ce qui va nous distinguer, ce qui me distingue des libéraux, c'est que les libéraux, si vous voulez, ils disent oui, l'État doit intervenir comme pompier quand l'économie privée s'effondre, mais passer ce rôle de pompier, il faut revenir à des politiques d'austérité. Ça, c'est pas possible, ce que nous a démontré cette crise. C'est que nous vivons dans des économies mixtes, au sens vraiment très fort du terme. Vous savez, la dépense publique, elle va passer à plus de 60% du PIB. J'ai envie de vous dire, et alors, so what, hein, pourquoi so what? Parce qu'il faut savoir que les 3/4 de cette dépense publique, ça ne sert pas à payer des fonctionnaires. Hein. Les 3/4 de cette dépense publique, ça alimente la dépense privée. Hein. Ce sont d'abord des prestations sociales, les retraites d'abord et avant tout, les allocations chômage, les minima sociaux, etc. Et puis ce sont aussi des aides aux ménages. Hein, rénovation thermique du bâtiment, les aides aux entreprises, hein, tout ça c'est comptabilisé dans la dépense publique. Donc les 3/4 de la dépense publique, en fait, ça soutient abondamment la dépense privée. Et ce qu'on voit à travers cette crise, c'est à quel point c'est vrai. Heureusement qu'il y a quelque chose qui prend en charge l'intérêt général pour soutenir, y compris, et il faut le faire, les intérêts privés, hein, pour soutenir les entreprises, parce que bien entendu, nous avons besoin d'entreprises. Donc je pense que, si vous voulez, la raison pour laquelle nous souffrons, depuis pas mal de temps, un peu partout dans le monde, mais peut-être singulièrement en France, c'est qu'en fait, nous vivons dans des économies mixtes, partout dans le monde. Mais nous ne l'assumons pas comme tel. Nous ne l'assumons pas comme tel, et je pense que voilà, ce que devrait permettre la crise, hein, c'est assumer ça, c'est-à-dire le fait qu'on a besoin de construire des économies avec du privé. Bien entendu, c'est nécessaire. Personne aujourd'hui propose de tout nationaliser. C'est bon là, ces débats-là sont dépassés. Vous voyez ce que je veux dire? Le XXe siècle est passé par là. Mais nous vivons aussi dans des économies avec un pôle public qui doit être bien géré, bien entendu. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il est toujours bien géré. Donc il y a un vrai défi là-dessus. Voilà. Mais je pense que c'est ça un peu l'enjeu de la période. Très bien. Donc, si je résume un tout petit peu par rapport à la question initiale, parce que tous les sujets que vous avez évoqués, on va y revenir un peu plus en détail. A priori, vous seriez plutôt favorable effectivement à ce qu'il y ait une taxation un peu plus spécifique sur les très très hauts revenus, notamment parce que je crois que vous avez parlé d'une proposition qui était celle alors il y a une proposition qui s'appelle la proposition Jean Valjean. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la contribution effectivement pour les patrimoines de plus de 10 millions d'euros. Est-ce que, M. Toati, vous êtes d'accord? Alors, c'est amusant parce que je vois que c'est un effet de la pandémie, peut-être. J'ai l'impression qu'on est d'accord sur certains points avec Christophe, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, ça va peut-être dans le bon sens. Alors, bon, déjà, le premier enjeu sur la dette publique, ça, je pense, c'est vraiment, on va y revenir, mais ça, c'est quand même le point extrêmement important. C'est-à-dire que, bien sûr que la dette en elle-même, c'est pas forcément un mal. Le problème, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. C'est-à-dire que, est-ce que cette dette est soutenable? Est-ce qu'elle génère de la croissance économique? Est-ce qu'elle génère de l'emploi? Est-ce qu'elle fait baisser les inégalités? Donc là, si effectivement c'est le cas, pourquoi pas? Le problème, c'est que depuis des années, avant même bien sûr le Covid-19, eh bien, on a vu cette dette publique flamber et malheureusement, la croissance a été de plus en plus faible. Donc, ce que je dis par là, c'est que ce n'était pas forcément la panacée. Et tout à l'heure, on parlait effectivement de la charge d'intérêt de la dette chaque année. J'ai fait un calcul très simple, hein, sur les 10 dernières années. En moyenne, chaque année, le PIB en France, donc ça veut dire la richesse qu'on crée en France avec l'inflation, augmente de l'ordre de à peu près 60 milliards d'euros par an, hein, en moyenne. Hein. La charge d'intérêt de la dette, c'est-à-dire les mensualités, etc., tout ce qu'on doit payer, ce que l'État doit rembourser chaque année, atteint à peu près 67 milliards d'euros en moyenne. Ça veut dire que même si on prend tout le PIB qui a été créé, on ne rembourse même pas
les engagements de l'État juste pour les intérêts de la dette. Donc maintenant même, effectivement, les taux d'intérêt sont à zéro aujourd'hui, mais le vrai danger, c'est que il ne faut pas qu'on soit déresponsabilisé. J'entends souvent, on me dit non, mais la dette, c'est pas grave, on ne devra pas la rembourser, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Non, il faut être honnête aujourd'hui. C'est très dangereux ce discours déresponsabilisant, même si l'État est infini, hein, ou du moins est à long terme. Alors, comme disait Keynes, à long terme, on sera tous morts. Donc, il ne faut pas penser justement trop à long terme. Il faut penser déjà notre génération, surtout les générations qui arrivent. On leur laisse un boulet qui est extrêmement dramatique, d'autant que ces derniers mois, alors effectivement, il fallait éteindre l'incendie. Cette dette a été utilisée, non pas justement pour faire de la croissance, mais pour éviter qu'on ait un drame ou des drames sociaux ou sociétaux. Le problème, c'est que maintenant, effectivement, cette dette, elle est là et elle n'a pas généré de croissance. Donc, est-ce que demain, ça sera le sujet tout à l'heure, il y aura suffisamment pour générer, je dirais, une croissance forte? C'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a aucune garantie. Donc, ça, c'est le vrai enjeu de la dette. Oui, il y a la dette, mais si elle génère de la croissance et si, effectivement, il y a une stratégie. Pas simplement on distribue les milliards et on s'arrête là. En ce qui concerne, effectivement, l'imposition, alors, de ce qu'on appelle les riches. Alors, ça me gêne ce terme, parce que qu'est-ce qu'on appelle riche? Bon, effectivement, des personnes qui ont des patrimoines de plus de 10 millions d'euros, bon, c'est déjà pas mal, bien entendu. Le seul problème, c'est que, comme vous le savez, on vit dans un monde ouvert. Donc, est-ce qu'on va réussir à les garder? Et puis, sachant que nous sommes déjà numéro 1 mondial des impôts. Mais moi, fondamentalement, sur des très très riches, effectivement, ou des centaines de millions, ou des milliards, là, je ne suis pas complètement contre, mais plus sur l'aspect revenu. Parce que sur l'aspect patrimoine, il ne faut pas oublier que quand on a constitué un patrimoine, on a déjà payé les impôts. On a déjà payé les impôts sur les revenus, sur les plus-values qu'on va éventuellement faire. Après, le patrimoine, on sait très bien, il y a beaucoup de retraités qui ont un patrimoine relativement élevé, alors qu'ils n'ont pas de revenus suffisamment forts, justement, pour payer ce type d'impôt. Donc, faire extrêmement attention. Donc, ce n'est pas forcément la solution. Vous ne pensez pas qu'on pourrait mettre en place un prélèvement, par exemple moi, ce qui me gêne de ce point de vue, c'est que, bien entendu, je pense qu'on a besoin effectivement d'une plus grande solidarité des très riches, certainement, bon, sachant qu'ils payent déjà des impôts. Alors, souvent, on dit non, ils ne payent pas d'impôts. Généralement, ils payent beaucoup d'impôts, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, ils aident évidemment à cette redistribution. Donc, après, l'action est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de cet argent. Si c'est bien utilisé, pourquoi pas. Mais si c'est comme d'habitude, beaucoup de dépenses, effectivement, de fonctionnement qui dérapent, et donc où finalement, ce n'est pas justement utilisé justement pour faire plus de croissance forte et réduire le chômage, alors à ce moment-là, ça ne servira pas à grand-chose et on aura encore réduit la compétitivité de l'économie française. Alors vraiment, encore une fois, sur l'aspect riche, moi ce qui me gêne, c'est que bon, il faut mettre de côté évidemment les patrons du CAC 40, etc. Ça c'est effectivement c'est particulier. N'oublions pas qu'aujourd'hui en France, 97% des entreprises ont moins de 10 salariés. Donc la plupart des patrons en France, c'est pas les méchants avec leurs gros cigares. Hein. La plupart des patrons en France, ils ont du mal justement à joindre les deux bouts. Et quand ils arrivent à se constituer un petit patrimoine pour leur vieillesse, pour le troisième âge, pour pouvoir profiter de la vie une fois qu'ils ont beaucoup travaillé, si on leur ponctionne trop, là aussi il y a un problème, je dirais, de validation, entre guillemets, de ce travail qui a été effectué. Hein. Je faisais un débat dernièrement. Il n'y a pas de spoliation. C'est-à-dire que quand on me dit aujourd'hui que les riches accaparent les richesses, évidemment, encore une fois, je mets de côté les très riches, bon, peu importe, et puis bon, les voyous aussi, parce qu'il y en a aussi, mais les gens normaux, on va dire, la plupart, bien, s'ils ont réussi à gagner de l'argent, c'est parce qu'ils ont travaillé. Hein, donc, on paye des impôts dessus. Si encore on paye de nouveaux impôts sur le patrimoine, etc., si on ajoute encore la facture, pour certains, ça risque d'être effectivement difficile. Mais si on effectivement, on fait un seuil très élevé, je ne suis pas complètement contre parce que, bien entendu, alors on parle de la France, mais quand on voit aux États-Unis ou au Mexique ou ailleurs, dans certains pays, le nombre de milliardaires, c'est vrai que quand on voit certaines personnes qui concentrent à eux-mêmes plusieurs dizaines de milliards d'euros sur une personne, ça, c'est sûr qu'évidemment, il y a un problème. Il faut repenser. C'est ce que j'appelle de mes voeux ce reset. Hein. Il faut repenser ce monde parce que c'est sûr qu'il y a eu des dérapages. Maintenant, c'est quand même la partie vraiment très, très fine. C'est même pas la petite émergée de l'iceberg. C'est vraiment le bout de l'iceberg. Donc, c'est pas uniquement avec cela qu'on va changer le monde. Bien sûr, il faut peut-être y accéder davantage, comme avait fait Roosevelt d'ailleurs à l'époque aux États-Unis, hein, après le krach de 29. Mais l'essentiel, en tout cas, il faut ne pas trop augmenter la pression fiscale, surtout en France où on est déjà numéro 1 mondial. Durant les 30 Glorieuses, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait de l'austérité à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, malgré le niveau des dettes publiques. On a au contraire augmenté la dépense publique de façon à créer des effets multiplicateurs sur l'activité.
Et donc ça a permis d'avoir de la croissance, et les dettes, on les rapporte au PIB. Et en fait, ce qui est important dans l'évolution des dettes, on sait que c'est comme ça que fonctionnent les dettes, tant privées que publiques. D'ailleurs, c'est d'abord le dénominateur qui joue. C'est-à-dire que quand il y a de la croissance, eh bien, le ratio dette-croissance, il a tendance spontanément à baisser, tout simplement parce que le dénominateur augmente. Donc on a fait des politiques de croissance avec des augmentations des dépenses publiques, des augmentations de salaire, et puis par ailleurs, on a taxé les plus riches. C'est-à-dire on leur a dit, écoutez, la parole de l'État, c'est précieux, donc on vous paye les obligations que vous avez souscrites, parce que généralement, c'est plutôt les riches, qui, alors même si c'est depuis, ça s'est un peu démocratisé, parce que nos sociétés se sont enrichies, mais enfin voilà, on a dit aux riches, l'État vous paye les dettes qu'il vous doit, c'est normal, la parole de l'État, c'est précieux, mais enfin, au nom des solidarités nationales, parce qu'on vit en société, eh bien, ce qu'on vous donne d'une main, en quelque sorte, on vous le reprend de l'autre, à travers la taxation, à la fois des hauts revenus et des patrimoines. À partir des années 80, on a fait exactement l'inverse. On a fait des politiques d'austérité budgétaire, salariale, et puis on a baissé très fortement. C'est ça qui est important. On a baissé très très fortement les taux d'imposition sur les patrimoines les plus élevés, sur les revenus les plus élevés, et donc il y a eu une explosion des inégalités partout dans le monde. Tout ça est maintenant bien documenté. Je dirais, je vois M. Marc Toiti comment dire, non, mais pas en France. Ça, c'est peut-être au niveau mondial, mais en France, le taux de prélèvement obligatoire. Écoutez, M. Marc Toiti. Il a augmenté, non mais soyons honnêtes avec les chiffres. Monsieur Marc Toiti, pour faire partie, si vous n'avez pas saisi que par exemple, pour faire partie des 10%, les plus riches, le patrimoine, qui permettait de faire partie des 10% les plus riches en patrimoine, je ne parle pas en termes de vie, il était de 550 000 euros en 1998. 20 ans plus tard, il est à 1 200 000 euros. D'accord? Donc, pour faire partie du club des 10%, alors je ne parle même pas des 1% ou des 0,1,1%, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, il y a eu des inégalités, en particulier de patrimoine, qui se sont considérablement augmentées. Alors, c'est lié au phénomène de bulle financière, de bulle immobilière et de ça, mais enfin, les faits sont là. Donc, je dirais que, voilà, donc, alors, j'entends j'entends que M. Martotti dit, bon, on est OK je suis d'accord, OK pour taxer les très-très. Bon, ben, très bien. Un banco. Commençons par là, puis après on va mettre tout sur la table, et on va s'apercevoir que ça ne résout pas tous les problèmes. On est d'accord. On est d'accord. Mais par contre, il faut le faire. Oui, mais alors juste quand même un petit point très simple. Je termine sur un point, sur les dépenses sociales. Sur les dépenses sociales, il faut savoir que, vous avez raison. Marc Toiti, si je vous ai bien entendu, si j'ai bien interprété vos propos, de dire qu'effectivement, en fait, et là c'est un point de désaccord que j'ai avec Thomas Piketty, dont je trouve les travaux tout à fait intéressants par ailleurs, c'est que Thomas Piketty, qui a tendance à travailler essentiellement sur les riches, il a tendance à réduire la lutte contre les inégalités au fait de taxer les riches. Très bien. Je pense que c'est en partie une erreur. Je pense qu'il faut taxer les plus riches aujourd'hui. Très bien. Il y a de la marge de manœuvre. Il y a vraiment des marges de manœuvre qui existent en l'espèce, même si ça ne résout pas tous les problèmes. Par contre, c'est vrai qu'en France, comme dans tous les pays du monde, la réduction des inégalités, c'est quelque chose qui est peu connu. Ça passe moins par l'impôt que par la dépense. C'est par la dépense, en fait, qu'on réduit d'abord les inégalités. Ça veut dire quoi, les dépenses? Il y a les dépenses de prestations sociales, d'accord? Donc, si vous voulez, quand on prend le niveau de vie des 20% les plus riches, des 10% pardon, les plus riches, et des 10% les propose en termes de revenus primaires, les écarts sont de 22. D'accord? C'est énorme. Et en fait, grâce à la redistribution, les impôts directs, les prestations sociales, qui contribuent à redistribuer, on passe de 1 à 22, 1 à 6. Donc la réduction des inégalités est considérable. Et encore, c'est beau. Quand je dis cela, je ne prends pas en compte quelque chose qui joue un rôle majeur dans la réduction des inégalités, qui est malheureusement, pas régulièrement pris en compte dans la production statistique, à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle de l'OCDE, mais enfin, il y a des études qui existent sur le sujet. En fait, ce qui réduit aussi considérablement les inégalités, ce sont les services publics, les services publics d'éducation et de santé. Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, avait lancé ce délicat débat dès avril en déclarant qu'il faudrait bien se poser les questions tôt ou tard du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise et faciliter en travaillant un peu plus la création de croissance supplémentaire. Donc je voulais vous demander à vous pour commencer, Monsieur Rameau, est-ce que vous pensez qu'il faut augmenter en effet le temps de travail pour relancer l'économie française? Non mais, on va faire face à une explosion du chômage, c'est-à-dire de gens qui sont sans emploi. Il n'y a pas besoin d'être
un grand économiste pour comprendre que l'enjeu, c'est pas d'augmenter d'abord le temps de travail de ceux qui ont un emploi, mais c'est d'essayer de donner du travail à ceux qui en ont pas, d'accord. Donc comment dire, je reviens sur ce que j'avais dit antérieurement. Hein, la France, quand on prend en compte les temps partiels, on est dans la moyenne de la zone euro sur le temps de travail par semaine, mais comment dire, calculé sur l'année. Hein, on est à 34,9 heures de temps de travail en moyenne pour tous les salariés, y compris sur la temps partiel, sur l'année par semaine. L'Allemagne est à 34,2, donc elle est en dessous de nous. On est dans la moyenne de la zone euro. Le Danemark est à 33 heures et les Pays-Bas sont à 30,6 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les pays qui sont bien au-dessus de nous, c'est la Grèce qui est à 38, un peu plus de 38 heures, ou le Portugal qui est aussi à 38 heures. Donc l'enjeu, alors je vous dis pas que parfois ponctuellement dans telle entreprise, parce qu'il y a un surcroît d'activité, tout ça peut se discuter. Mais dans ces cas-là, il faut payer en heures supplémentaires aussi. Il ne faut pas revenir sur le paiement des heures supplémentaires. Donc que ponctuellement, il fasse faire preuve. Voilà, qu'on puisse faire preuve, de souplesse, mais ces souplesses, elles existent déjà. En France, les entreprises, je vous assure, elles peuvent recourir aux heures supplémentaires, hein, ça existe, d'accord? Voilà. Donc là, l'enjeu dans les propositions du MEDEF et puis de l'Institut Montaigne, c'était de remettre en cause quelque part, parce que la durée légale du travail, vous savez, c'est pas la durée effective du travail, c'est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. C'est ça la durée légale du travail. Et donc l'enjeu pour les libéraux, à nouveau, c'était de baisser le coût du travail par la bande et donc de remettre en cause ce paiement des heures de moins payer en fait les heures supplémentaires. Ça, c'est pas acceptable parce que l'enjeu, c'est de retrouver un sentier où on va réussir à en faire interculer des relances de l'activité en réorientant les productions, comme je disais tout à l'heure, des relances de salaire. Hein, parce que le gros problème qu'on a dans le modèle néolibéral de ces 40 dernières années, c'est qu'on a fait de l'austérité salariale, d'accord, et comme on a fait de l'austérité salariale, il faut malgré tout pour les entreprises, que la demande, elle soit là. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit aux ménages? Qu'est-ce qu'on a fait avec les entreprises, y compris avec les États? On a dit, plutôt que d'augmenter les salaires, alors, quand je dis les salaires, c'est entendu au sens large, hein, c'est y compris les cotisations sociales, donc qui sert à payer les retraites. Donc, comme on a contracté, c'est pas baissé en volume chaque année, mais comme on a contracté les salaires, il y a un choc négatif de demande. On vit dans des sociétés salariales. 90% des gens en France qui travaillent sont salariés. Les retraités, les malades vivent quelque part de salaire, puisque leurs prestations sont financées par du salaire ou par des cotisations sociales ou la CSG, peu importe. Bon, et donc, quand vous comprenez ça, qu'est-ce qu'a inventé le néolibéralisme? Il a organisé l'endettement. Il a dit, mais endettez-vous les ménages. D'accord? Donc on a une hausse de l'endettement des ménages, une hausse de l'endettement des entreprises ces dernières années, une hausse de l'endettement public quand il y avait des crises. Donc c'est le néolibéralisme qui a provoqué cette hausse, faramineuse des dettes. Il y trouve son compte, puisqu'il est payé à la commission, si je puis dire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, le problème, donc, si vous voulez, le néolibéralisme, il n'est pas simplement responsable du creusement des inégalités, du sous-emploi, il est aussi responsable du creusement des dettes publiques et privées qu'on a enregistré ces 40 dernières années. Alors que les dettes dans le régime keynésien, les dettes privées et publiques avaient baissé, eh bien, dès qu'on est revenu à un régime néolibéral, et ça, c'est pas une nouveauté dans l'histoire, eh bien, on a eu ce creusement des dettes qui est source de déséquilibre macroéconomique. Marc. Oui, moi, je vais pas me relancer dans le débat parce que j'évoquais tout à l'heure, effectivement, qu'il fallait qu'on trouve des points de convergence. Bon, faut arrêter de dire que la France est un pays néolibéral. La France est un pays qui n'est pas néolibéral, c'est un pays justement qui est keynésien, où il n'y a pas eu de rigueur, comme l'avait dit Montebourg dernièrement. Il y a eu des erreurs qui ont été faites, ça c'est sûr, mais globalement, encore une fois, le néolibéralisme, heureusement, on l'a pas eu, je dirais, en France. Et quand l'État s'est endetté, c'est pas un méchant capitaliste qui a dit effectivement à l'État, allez vous endetter. Non, ça a été un choix délibéré parce que justement, il y a eu de mauvaises gestions derrière. Parce qu'encore une fois, on revient sur le même débat. Si effectivement il y a de la dette et il y a de la croissance, ça passe. Le problème, c'est qu'il y avait de la dette, il n'y avait pas de croissance. Quant effectivement aux entreprises, je pense que la réponse à ce dilemme a été donnée tout à l'heure par Christophe. C'est justement qu'il faut que nos salariés justement soient plus intégrés, je dirais, dans l'actionnariat de l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, justement, ce qui fait qu'on a cette culture encore de lutte des classes en France, c'est que souvent, les salariés ne sont pas assez actionnaires de leur entreprise. Donc ça, il faut vraiment que ce tabou saute. Et à ce moment-là, quand dans une entreprise, les actionnaires salariés décideront de travailler plus ou de travailler moins, ça sera leur décision en tant que salarié et en tant qu'actionnaire. Ça, je pense que ça sera
pour justement la paix sociale, c'est quelque chose de formidable qu'il faudrait effectivement développer. En attendant, on peut également développer tout ce qui est la part variable du salaire au travers de l'intéressement, de la participation, qui est déjà là, mais là, on peut pouvoir peut-être la débloquer pour justement avoir un revenu supplémentaire et une consommation supplémentaire. Donc voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, je ne veux pas rentrer dans cette querelle, entre guillemets, de lutte des classes. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, c'est la cohésion, parce qu'il n'y en a pas, justement. Donc il faut qu'on y arrive. C'est que comme ça qu'on va réussir à sauver la France. En fait, nos entreprises, elles soient effectivement plus compétitives et que les salariés en bénéficient également. Donc c'est ça, je dirais, le vrai enjeu. Et à partir de là, bien sûr, certaines entreprises ont peut-être besoin de travailler davantage, d'autres moins, etc. N'oublions pas également, parce que tout à l'heure, Christophe parlait du nombre d'heures travaillées en moyenne. Ce qu'il faut regarder, c'est le volume d'heures travaillées. Ça veut dire le nombre d'heures travaillées en moyenne fois le nombre de gens qui travaillent. Et malheureusement, comme vous le savez, en France, on a l'un des taux d'emploi les plus faibles de l'OCDE. Donc, ce qui veut dire que peut-être on travaille un peu plus qu'ailleurs, ou un peu moins qu'en Grèce, mais un peu plus qu'en Allemagne. Mais malheureusement, il y a beaucoup plus de chômage, il y a un taux d'emploi qui est beaucoup plus faible. Donc, c'est là qui est le vrai enjeu. Il faut restaurer une croissance plus forte, restaurer un taux d'emploi plus élevé, un taux de chômage plus faible. Voilà, c'est ça les chantiers qui nous attendent pour demain. Donc espérons que nos dirigeants politiques feront les bons choix stratégiques. Là, la balle est dans le camp aujourd'hui des dirigeants politiques sur effectivement les choix stratégiques d'un point de vue de l'investissement, de l'innovation pour les années à venir. Et c'est là, encore une fois, où on va voir si nos dirigeants sont à la hauteur de la situation. Parce que quand on a eu la crise de 29, on a eu un Roosevelt, quand on a eu la guerre, on a eu Churchill, des De Gaulle, etc. Ils ont été à la hauteur de la situation. Moi, ma crainte, c'est que nos dirigeants ne soient pas forcément à la hauteur de la situation. Ça serait extrêmement dangereux. Donc, je fais le vœu pour le monde, mais également, bien entendu, pour la France et l'Europe, que nos dirigeants soient à la hauteur de la situation. Je pense que c'est le meilleur qu'on peut nous souhaiter pour les années à venir. Le 18 mai dernier, Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont dévoilé l'initiative franco-allemande pour le redressement économique de l'Europe, c'est-à-dire en fait un programme de 500 milliards d'euros pour soutenir les régions et les secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19. Mais conséquence des nombreuses mesures de soutien, la dette française sera sans doute supérieure à, donc on avait dit 115 voire 120% du PIB en fin d'année, selon le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Tous les indicateurs de l'économie française sont donc plus ou moins dans le rouge. Dans ce contexte, le recours à l'emprunt apparaît pour certains comme une aide nécessaire à court terme, mais comme un piège à long terme pour d'autres. Monsieur Rameau, du coup, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'on puisse encore s'endetter et que c'est même plutôt une bonne chose? Mais bien sûr, de toute façon, là, on n'a pas le choix, parce que si on ne le faisait pas, si vous voulez, le ratio de dette sur PIB exploserait, mais tout simplement parce que le PIB s'effondrait beaucoup plus rapidement. Il faut savoir que si la dette publique en Grèce a explosé dans les années 2010, c'est pas d'abord parce que les déficits publics ont augmenté, c'est parce que le PIB s'est effondré de 25%, et durablement. Hein. Et donc c'est pour ça que la dette publique était à 100% du PIB en Grèce en 2008, elle est passée à 180%. C'est pas parce que les déficits ont augmenté en Grèce. La Grèce est rapidement revenue à des équilibres budgétaires. Il n'y avait plus de déficit en Grèce, mais c'est parce que le PIB s'est effondré. Donc il faut d'abord et avant tout, empêcher l'effondrement. Alors, mais pour revenir quand même sur un point qui me tient à cœur, si vous voulez, je pense qu'il faut vraiment s'employer à changer de modèle. Je serais d'accord avec Marc Totti sur le fait que ce qui manque aujourd'hui, au-delà des effets de manche, si je puis dire, au-delà des grandes déclarations d'intention sympathiques, etc., c'est vraiment une boussole pour changer de modèle. Donc c'est quoi changer de modèle? Il faut bien entendu, moi je ne suis pas du tout favorable à la décroissance. Je pense qu'il faut faire décroître certaines consommations et certaines productions. Ça c'est très clair. D'accord. Voilà. Donc typiquement production de charbon, etc., les SUV, tout ça, je pense que là il faut réorienter une série de productions et de consommation. Très bien, mais donc c'est la part de justesse discours. Parce que si on fait de la décroissance, là, il ne faut pas mentir aux gens. Comment dire, je viens de sortir une note sur le sujet qui est accessible sur le net, sur Gare au dogmatisme vert, ça s'appelle. Si vous voulez, il ne faut pas mentir aux gens. On ne peut pas à la fois augmenter le niveau de vie des plus démunis. 30% des gens en France ont moins de 1300 euros par unité de consommation de niveau de vie. D'accord. Bon, donc, on ne peut pas à la fois demander l'augmentation du niveau de vie, l'augmentation des rémunérations des classes populaires et moyennes. Et une infirmière, un instituteur, ça fait partie des classes moyennes, d'accord, en termes de rémunération. Il y a près de 50% des gens qui travaillent dans le pays qui sont ouvriers et employés.
D'accord. Les professions intermédiaires, c'est 20%, dans lesquelles on compte les instituteurs et les infirmières, et qui sont au-dessus en termes de rémunération. Les cadres, c'est à peine 20%, hein, et on met dedans tous les enseignants du secondaire. Hein, donc il y a cadre et cadre. Mais bref, donc il faut, comment dire, je pense qu'il est très important de réorienter. C'est ça l'enjeu. Hein. Il faut une relance de l'activité, c'est très clair, parce que la production, comment dire, on a toujours tendance à tirer contre le PIB. Moi, je suis un ardent défenseur de cet indicateur, parce qu'il est super, cet indicateur, pour deux raisons. D'abord, il exhibe le fait que les fonctionnaires, contrairement à ce que disent les libéraux, ça contribue au PIB. Dans tous les pays du monde, on considère qu'un fonctionnaire, ce n'est pas improductif, ça contribue au PIB, d'accord. Ça, c'est une convention qui est retenue dans tous les pays du monde. Et puis, deuxième chose, on a le même chiffre côté production, somme de valeur ajoutée, donc celle par les fonctionnaires, plus de 300 milliards, la demande, consommation et investissement, et puis les revenus. Les revenus ne tombent pas du ciel. À l'euro près, on a le même chiffre. Et donc, si vous baissez le PIB, vous ne baissez pas simplement les productions, vous baissez aussi les revenus. Et donc, vous ne pouvez pas, bien entendu, augmenter le niveau de vie des plus démunis, des infirmières, etc. Simplement, d'ailleurs, en taxant les 10%, ou a fortiori les 1% les plus riches. Je pense qu'il faut faire les taxer plus. Mais on ne résout pas ces problèmes. Donc, on a des problèmes de pouvoir d'achat. Il faut articuler le social et l'écologie. Il y a des vrais problèmes de pouvoir d'achat dans ce pays, d'accord. Mais il faut réorienter donc les productions. Et donc là, c'est vrai qu'on manque, je dirais, on manque vraiment de cap, hein, ce qui serait très important. Alors, il faut espérer que comment dire, les travaux de la conférence sur le climat, comment dire, débouchent sur quelque chose. Mais voilà qu'il faut vraiment un cap sur le fait que, eh bien, on recrée de la cohésion sociale, on recrée de la mobilisation tous ensemble. D'accord. On recrée une véritable mobilisation de reconstruction de notre pays autour d'un nouveau défi qui est notamment le défi écologique. Donc, on sait ce qu'il faut faire, hein, rénovation thermique du bâti. Là, il y a des investissements massifs à en faire avec de l'aide publique et en sachant que ça bénéficiera aux privés. Hein. Ce n'est pas les fonctionnaires qui vont poser de la laine de roche dans les maisons. Vous voyez ce que je veux dire. C'est des entrepreneurs privés, donc rénovation thermique du bâti, transport collectif, etc. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. Un point qui me paraît quand même important, c'est sur le vrai problème qu'on a en Europe. Hein, ça a été évoqué un peu rapidement ça a été évoqué par Marc Toiti tout à l'heure, la question de l'Allemagne. Il faut savoir que le problème qu'on a à gérer en Europe, c'est qu'on a une construction européenne qui est vraiment terriblement, désarticulée. Hein, on a une monnaie unique, très bien, mais une monnaie unique sur des économies très hétérogènes. Hein, pour des raisons historiques, il y a plus d'industries et de grandes entreprises en Allemagne qu'en Europe du Sud et qu'en France. D'accord ? Bon. Et si vous voulez, les gains de productivité, ils sont toujours dans les grandes entreprises industrielles d'abord et avant tout. C'est là qu'il y en a le plus. Il y en a beaucoup moins dans les services. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a ce différentiel de tissu industriel. Et si vous avez une monnaie unique, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui s'est passé avec l'euro. C'est qu'on a un euro qui est fondamentalement sous-évalué pour l'Allemagne et qui est fondamentalement surévalué pour l'Europe du Sud. Hein, d'où les phénomènes de désindustrialisation qu'on a connus dans toute l'Europe du Sud et notamment en France. Hein, la France, on est un pays intermédiaire, on a certaines caractéristiques de l'Europe du Sud et certaines caractéristiques de l'Europe du Nord. Puissance de l'État, taux d'intérêt très faible, et ça. Mais donc, on a ce problème-là, et le seul moyen de le résoudre, ça, je ne crois pas du tout aux histoires de fédéralisme budgétaire, hein, qui reviennent un peu à la mode, pas à la bande, mais vous allez voir, quand on va gratter, hein, et quand on va voir la fin des discussions hein, au sein de l'Union européenne sur le sujet, à mon avis, ça risque fort d'accoucher d'une souris, hein, ces histoires de dette commune, etc., mais surtout, le seul moyen, hein, c'est qu'on adopte une règle simple. Sinon, c'est l'euro qu'il faudra remettre en cause, qu'il faudra avoir le courage de remettre en cause. La règle simple qu'il faut adopter, c'est qu'un pays qui a des excédents commerciaux, et l'Allemagne a des excédents commerciaux injustifiables depuis des années, elle a 8% d'excédents commerciaux, alors que la Chine est à 1% hein, aujourd'hui, y compris avant la crise. L'Allemagne qui a des excédents commerciaux injustifiables, les pays qui ont des excédents commerciaux, ils doivent dépenser plus. Ils doivent dépenser plus, de façon à ce qu'il y ait compris plus d'inflation dans ces pays. D'accord hein. Et donc, que le différentiel de productivité se traduise par le fait qu'il y a plus d'inflation dans ces pays-là, et donc ça offre des débouchés, y compris pour les pays d'Europe du Sud. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, hein, c'est que l'Allemagne, effectivement, elle relance plus fortement son activité. Donc le risque, c'est que la crise approfondisse en quelque sorte les déséquilibres qu'on a au sein de la zone euro. Je pense que ça, c'est un gros défi. Hein. On a un vrai problème. Si vous voulez, on peut dire les choses autrement. Je pense qu'il faut rompre
avec la finance libéralisée, ça c'est très important, y compris pour reconstruire les entreprises autour d'une logique productive et non pas financière. Il faut rompre avec la finance libéralisée, il faut rompre avec le libre-échange, ça ne veut pas dire revenir à l'autarcie, mais il faut remettre des règles dans le commerce international. Et le problème qu'on a, c'est que en Europe, on a eu la double peine en quelque sorte. On a eu la mondialisation libérale qui s'est exercée à l'échelle mondiale, et on a une construction européenne qui en a rajouté une pièce en quelque sorte. On a des règles européennes, alors qui ont été suspendues, etc., à travers la crise dans l'urgence, comme quoi ces règles sont pas pertinentes, hein, mais on a une construction européenne qui en a rajouté, et donc on a une construction européenne qui est avec un euro qui est un instrument de discipline libérale extrêmement, puissant, hein, et donc je pense qu'il faut avoir une politique cohérente, si vous voulez. Hein, on ne pourra pas changer de modèle si on ne remet pas en cause la finance libéralisée, le libre-échange, l'austérité salariale, la contre-révolution fiscale dont on a parlé tout à l'heure. Il faut remettre en cause tout ça de façon cohérente. Hein. Sinon, si on touche à l'un sans toucher à l'autre, donc voilà, je pense qu'une fois qu'on a ce cap, on peut y aller sereinement, hein, si je puis dire, de façon à rebâtir un peu nos économies de façon à la fois plus juste et plus viable d'un point de vue écologique. Merci, Monsieur Rameau. Monsieur Toati, Oui. vous avez quelque chose à ajouter peut-être? Oui, non, mais je ne vous suis pas toujours à Christophe. C'est-à-dire que vous parlez de l'Allemagne, mais c'est comme tout à l'heure avec les riches. On a plein que les riches sont devenus riches comme ça. Alors, ils ont eu de l'argent, c'est leur père qui leur a donné, ils ont trouvé ça par terre, puis il faut les taxer. Non, mais l'Allemagne aujourd'hui, si elle est devenue ce qu'elle est, c'est qu'elle s'est remise en question. Elle a fait des bons choix stratégiques, alors que la grande erreur, notamment pour nous les Français, c'est qu'il y a quelques années, il y a plusieurs décennies, on a laissé croire qu'on pouvait avoir une économie sans industrie. Ça, c'est un choix stratégique des pouvoirs publics d'ailleurs. C'est pas le secteur privé. Et donc, à partir de là, l'Allemagne qui a fait les bons choix, on est en train de dire, vous avez fait les bons choix, donc on va vous faire payer. C'est pas très cohérent. Et puis surtout, comment vous voulez forcer les Allemands à consommer? Et c'est là où globalement, ça ne va pas ce que vous dites, parce que c'est ce que font aujourd'hui les Allemands. Vous savez que la mesure qui a été prise, c'est de baisser effectivement le taux de TVA, donc ce qui va soutenir effectivement la consommation. Donc on devrait être content. Vous voyez, notamment nous Français. Le problème, c'est que est-ce qu'on va réussir effectivement à exporter vers l'Allemagne? Ça, je dirais, c'est une autre question. Par contre, là où je suis d'accord, c'est sur l'aspect bancal, bien entendu, de la zone euro. Moi, je l'ai toujours dit depuis des années. J'avais écrit un livre il y a une dizaine d'années. J'avais dit quand la zone euro explosera, c'était le titre du livre, en disant, c'était pas ce que je souhaitais, bien entendu, mais en disant que la zone euro, elle est complètement bancale, puisqu'on a justement des économies complètement différentes avec, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, des chocs asymétriques. C'est-à-dire certains pays qui s'en sortent, d'autres qui ne s'en sortent pas. Mais le problème aujourd'hui, encore une fois, tous nos maux, c'est pas à cause de l'Allemagne. C'est trop facile, effectivement, de dire ça. Et je dirais même l'inverse. Si, effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, si on a des taux d'intérêt qui sont aussi bas, c'est grâce à l'Allemagne. C'est grâce aux efforts, effectivement, de l'Allemagne et des pays satellites. Donc, par contre, c'est vrai que, il y a eu quand même un challenge assez incroyable pendant cette crise, qu'on aurait un semblant de budget fédéral européen. Bon, est-ce que ça va passer? Parce que ça, j'en suis moins sûr, notamment avec les pays comme les Pays-Bas, l'Autriche qui traînent un petit peu des pieds. On peut effectivement les comprendre. Mais c'est vrai que, au-delà de cette crise, je pense que le vrai enjeu, il est bien sûr sur la crédibilité de l'Europe, de la zone euro. Donc, et c'est un vrai challenge, parce que si là, on ne s'en sort pas, moi, je suis assez inquiet. Je ne veux pas être pessimiste, mais si on essaie de faire un peu de prospective, moi, je suis quand même inquiet pour nos modèles économiques et sociaux. C'est-à-dire que déjà, quand tout va bien, on a des difficultés. Quand tout va bien, c'est-à-dire quand il n'y a pas de crise sanitaire. Alors quand en plus, effectivement, on a une crise sanitaire, que l'économie est complètement bloquée, etc., là, je suis très inquiet déjà d'un point de vue européen. La zone euro, elle risque effectivement de voler en éclats si justement on n'a pas un minimum de cohésion. Donc là, c'est plus sur l'enjeu politique. Puis même pour nous, les Français, moi, je suis inquiet de voir ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que, on a eu les gilets jaunes, on a eu les grèves, maintenant on a des mouvements, on a eu la pandémie, on a des mouvements un petit peu de délitement sociétaux. C'est extrêmement dangereux, tout ça. Donc là, il faut que, justement, l'État, encore une fois, là, c'est même plus l'État économique, c'est l'État régalien. Il faut rassurer. Parce que sans stabilité politique et sociétale, l'économie, vous savez, la croissance, elle ne viendra pas. Hein. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Hein. Aujourd'hui, on a vraiment besoin, on est tous dans le même bateau, on a vraiment besoin de sortir la tête de l'eau. Vous savez, là, aujourd'hui, on dit oui, il y a une reprise en V. Ben, c'est normal. Hein, quand on a touché le fond de la piscine, on remonte. C'est logique. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'on va remonter assez haut pour sortir la tête de l'eau. Parce que si on remonte mais qu'on reste sous l'eau, on va évidemment se noyer. Moi, c'est ça qui aujourd'hui m'inquiète, parce que les crises sont toujours des révélateurs, sont des révélateurs de nos forces et de nos faiblesses. Si l'Allemagne a moins souffert que nous, c'est parce qu'elle avait des forces. Si nous, malheureusement, la difficulté, c'est parce qu'on a des faiblesses
on va dire, de gestion, il faut dire les mots, de gestion publique depuis des années, parce que, encore une fois, l'État, il doit être là justement pour garantir une stabilité économique, une stabilité politique, une stabilité sociétale. Donc ça, c'est le vrai enjeu, je pense, de l'après-crise, en espérant bien sûr qu'il n'y aura pas une seconde vague, parce qu'il y a toujours le risque, hein, bien entendu. Mais je pense que plus que jamais, et c'est pourquoi je mets de l'eau dans mon vin vis-à-vis de Christophe ou autre, où j'ai envie de dire, il faut arrêter les querelles de clochers, etc. Aujourd'hui, il faut sauver notre pays. Je pense qu'on en est là. Je ne parle même pas de la zone euro qui doit aussi être sauvée. Je pense qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à se mettre d'accord en disant bon, on doit tous se retrousser les manches, qu'on soit riche ou moins riche, etc. Mais si on continue d'avoir effectivement des querelles de clochers, des corporatismes, etc., alors là, bien entendu, on ne va pas s'en sortir. Et donc, ça sera même pire, puisque, encore une fois, dans l'adversité, malheureusement, on le sait, c'est humain, c'est même toute l'économie. Hein, l'être humain, des fois, il peut faire des bêtises. Donc, c'est ça qui m'inquiète vraiment aujourd'hui. Hein, ne l'oublions pas, quand on regarde, je m'en parlais tout à l'heure d'histoire, hein, ce qui s'est passé en Allemagne, c'est pas la crise de 29, c'est qu'on a eu 2 crises successives. L'hyperinflation des années 20 et effectivement, ensuite la crise de 29 et ses débouchés. Donc, quand on a plusieurs crises qui s'enchaînent comme ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se mette tous ensemble pour dire, écoutez, OK, on n'a pas un modèle parfait, mais il fonctionne quand même. C'est pas si grave que ça. On doit l'améliorer. Mais si on commence à dire, allez, les riches contre les autres, etc., on va entrer dans une guerre sociétale. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et je ne veux pas ça pour nos enfants, pour notre pays. On a un pays qui est formidable. Il faut être honnête, on a un pays qui est formidable. On n'en est pas conscient. Si aujourd'hui, on doit tout faire pour sauver ce pays. Donc, on a des dissensions, on va dire, entre Christophe ou moi ou d'autres, hein, évidemment, peu importe. Mais on doit effectivement avancer. Moi, ma crainte, c'est ça. C'est qu'on rentre dans la politique politicienne, les querelles de clochers. Non, là, aujourd'hui, il faut du pragmatisme. Lorsqu'il y a eu l'après-guerre, hein, on le savait, hein, il y a eu une union nationale. Aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut. Sinon, je suis très inquiet, malheureusement, pour l'avenir de notre économie et, a fortiori, de la zone euro. Et puis, dernier point, n'oublions pas que, parce que ça, on l'oublie souvent, hein, même si, évidemment, l'économie française n'est pas parfaite, mais on vit quand même dans un monde exceptionnel. Enfin, du moins, la France. C'est-à-dire que la France, aujourd'hui, c'est un pays formidable, même si on ne s'en rend pas compte, puisque, comme vous le savez, nous sommes numéro 1 mondiaux des dépenses sociales, hein, 31,2% de PIB. La moyenne de l'OCDE, c'est 20%. Vous voyez, les États-Unis, c'est 16%. Donc, pour vous montrer qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui sur un niveau d'aide qui est formidable. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous prenez le PIB comme ça à l'instant T, le taux de pauvreté devrait être de 22% en France. Et grâce à la redistribution, il tombe à 14%. C'est encore beaucoup, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déjà une fonction. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain en laissant croire que la France est un pays inégalitaire. Je veux dire, quand on se balade un petit peu dans le monde, on voit que la France, justement, a réussi à réduire certaines égalités. Alors, ce n'est pas parfait, mais c'est clair qu'il va falloir mieux penser la dépense publique. Hein, ça, on en parle souvent avec Christophe. Hein, le vrai enjeu n'est pas, selon moi du moins, plus de dépenses publiques, mais mieux de dépenses publiques. C'est ça, hein, je pense, le vrai enjeu, parce qu'on l'a vu pendant cette pandémie. Bon, malheureusement, on a eu quand même des drames. C'est pas normal que la 7e puissance mondiale, on réussisse pas à donner des masques, on réussisse pas justement à éviter le drame, alors qu'un pays justement comme l'Allemagne, où la dépense publique, c'est moins de 45% du PIB, alors que nous, c'est 56, peut-être bientôt 60, comme disait Christophe tout à l'heure, eh bien, on n'a pas réussi à endiguer. Donc, ça veut bien dire que ce n'est pas un problème de quantité de dépenses publiques, mais un problème de qualité de cette dépense publique. Pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Marc Toiti, je pense que l'enjeu, je le rejoindrai sur ce point, c'est de refaire société. Mais refaire société, effectivement, ça suppose de retrouver le sens de l'intérêt général, en tout domaine. Hein, c'est-à-dire le sens de l'idée que nous vivons dans des sociétés où, bien entendu, qui sont partie des sociétés d'individus. Hein, donc, il y a besoin de liberté individuelle, bien entendu, y compris en économie. Hein, ça, c'est valable dans la sphère politique et c'est valable dans la sphère économique. Mais, contrairement à ce que disent les libéraux, le tout n'est pas réductible au jeu des partis. Il y a aussi besoin, l'intérêt général n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers. Et donc, il doit être pris en charge par la puissance publique. Après, il faut que ça soit bien géré, bien entendu, mais c'est ça l'enjeu. Et ceux qui ont fait sécession ces dernières années, d'un point de vue économique, ce sont les riches. Il y a une vraie sécession des riches, et qui a des conséquences productives terribles. Vous parliez tout à l'heure de la situation contrastée entre la France et l'Allemagne. Mais l'une des raisons, c'est tout bête, c'est que pour des raisons historiques, dans les grandes entreprises allemandes, eh bien, les salariés ont la moitié des voix au conseil de surveillance. Le conseil de surveillance, c'est lui qui nomme le directoire de l'entreprise. Et donc, la logique de financiarisation des entreprises allemandes qui existait, elle a été beaucoup moins poussée en Allemagne pour cette raison institutionnelle
là. Alors qu'en France, parce que vous avez évoqué tout à l'heure le fait que 97% des entreprises sont des PME, mais ça, je dirais, on s'en moque, enfin, on s'en moque, c'est très important, bien sûr, mais enfin, il ne faut pas oublier que 30% des salariés en France travaillent dans des entreprises de plus de 5000 salariés. 20% en plus travaillent dans des entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire compris entre 250 et 5000 salariés. Donc les salariés qui travaillent dans des PME ou dans des micro-entreprises de moins de 10 salariés, tout ça, ça constitue, les salariés qui travaillent dans des entreprises de moins de 10 salariés, c'est une minorité des travailleurs. Donc les grandes entreprises jouent toujours un très grand rôle, y compris en France, parce qu'y compris, ce sont elles qui sont souvent en situation de donneur d'ordre par rapport à de nombreuses PME qui sont d'ailleurs écrasées. Et le problème qu'on a, c'est que nos grandes entreprises en France ont été beaucoup plus soumises à des logiques actionnariales de court terme, et d'où les délocalisations, etc., qui ont été beaucoup plus importantes en France qu'en Allemagne. Et je pense que l'un des enjeux, là, Thomas Piketty a repris ces propositions, et je trouve ça très très bien, l'un des enjeux, c'est de revenir sur la gouvernance des grandes entreprises, c'est-à-dire cesser de considérer qu'une entreprise, c'est d'abord et avant tout un objet de propriété au service des actionnaires. Non, d'accord, ça c'est pas possible. Une entreprise, c'est une institution sociale dans laquelle il y a des actionnaires qui légitimement défendent leurs intérêts, mais la première ressource, ce sont les travailleurs, et la vocation d'une entreprise, c'est pas d'abord de faire du profit pour les actionnaires, c'est de produire de façon efficace des biens et des services. C'est ça le principal enjeu. Donc il faut y compris recréer une alliance en quelque sorte entre les cadres dirigeants de l'entreprise et les salariés, et non plus cette alliance entre des hauts dirigeants et des actionnaires qui jouent contre la logique productive. Sur les dépenses sociales, il faut faire attention aux chiffres. Il faut savoir que la France, on est un des seuls pays au monde où les dépenses de retraite complémentaires sont comptabilisées dans les dépenses sociales publiques et donc dans la dépense publique. Parce qu'en France, elles sont obligatoires. En fait, les retraites complémentaires, ça existe dans tous les pays du monde. La plupart des travailleurs allemands bénéficient d'une retraite complémentaire, tout comme les travailleurs américains. Elle n'est pas obligatoire. Mais comme ce n'est pas légalement obligatoire, d'accord, et que par ailleurs c'est géré souvent en partie par capitalisation, ça existe. Mais donc, ce n'est pas comptabilisé dans les dépenses publiques. La France, on est un des seuls pays au monde où la GERCARCO, enfin, ce qu'on appelle en France la GERCARCO, est comptabilisée dans les dépenses publiques. Par ailleurs, en Allemagne, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont moins d'enfants. D'accord, ils ont moins d'enfants et donc les dépenses publiques et en partie des dépenses sociales liées aux enfants sont moins importantes. Mais pour aller dans le sens de Marc Toiti, vous savez, monsieur Marc Toiti, moi je suis pour réduire certaines dépenses sociales. Je serais pour qu'on soit dans un pays où il y ait beaucoup moins de bénéficiaires des minima sociaux, beaucoup moins d'allocations chômage, parce qu'on aurait retrouvé le plein emploi. Et Dieu sait qu'il y a des besoins insatisfaits dans ce pays en matière de santé. Vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a eu des cures d'austérité en matière de santé. L'investissement public dans les hôpitaux a chuté en pourcentage des recettes des hôpitaux, ça a chuté de moitié entre les années 90. Donc il y a eu une cure d'austérité, y compris en termes de dépenses d'investissement dans les hôpitaux, qui a été terrible. Et d'ailleurs, vous savez quoi, en Allemagne, la raison pour laquelle l'Allemagne a mieux résisté à la crise, d'abord, c'est qu'elle n'est pas désarmée industriellement comme nous en France. Et l'histoire de l'industrie allemande, c'est lié à l'État. Historiquement, c'est parce qu'il y a eu Bismarck, c'est une présence de l'État, notamment, et la suite, il y a eu une présence de l'État très forte dans la structuration du tissu industriel allemand qui explique pourquoi l'Allemagne n'a pas baissé la garde en termes de politique industrielle. Et par ailleurs, sur les hôpitaux, vous savez quoi? Eh bien, l'Allemagne, ça fait plusieurs années qu'en Allemagne, il y avait des libéraux comme M. Marc Toiti qui disaient « Oh là 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 là, il y a trop de lits dans les hôpitaux ». Oh, moi, j'ai jamais dit ça. Tout pour moi, je retire alors. C'était pour vous taquiner un peu. C'était pour vous taquiner un peu. On est à distance, c'est pour voir si vous étiez bien réveillé. Oui, je suis là. Mais vous parlez beaucoup, alors forcément, à la fin, je termine sur les hôpitaux allemands. En fait, les hôpitaux allemands, vous savez quoi, les hôpitaux allemands, d'ailleurs, autre parenthèse, ils ne sont pas comptabilisés dans la dépense publique. En fait, ils existent. Il y a des hôpitaux parapublics en Allemagne. Mais par convention, comme c'est géré par des associations, des églises, etc., ce n'est pas comptabilisé dans la dépense publique. Mais je reviens. Vous savez quoi, en Allemagne, la plupart des hôpitaux sont liés, justement, c'est le compromis social historique allemand, sont liés à des églises, à des Länder, etc. Et donc, il y a une résistance très très forte des corporatismes, diraient les libéraux, très très forts sur le thème « Non, 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 nous on veut maintenir notre hôpital dans telle ville, etc. » Et donc, ça fait des années qu'il y avait un débat très lourd en Allemagne sur le thème « Mais on a trop de lits, on a trop d'hôpitaux, il faut rationaliser tout ça. » Eh bien, tiens, finalement, ça a permis à l'Allemagne de faire face à la crise. Ils avaient un matelas de sécurité en termes de lits, en termes de respirateurs. Puis par ailleurs, ils avaient surtout une industrie
hein, qui permettait de produire rapidement des tests, etc. Donc de faire ce qu'il fallait faire. Hein, Ils avaient des masques surtout. Voilà. Et non, les masques, non, les masques, tout le monde en a manqué. Des masques et des tests. Mais ce sont les tests et les lits disponibles. Donc il y avait un risque d'engorgement des hôpitaux qui était bien moindre. Donc il faut tirer les leçons jusqu'au bout de cette crise. Hein. Mais alors, bien entendu, il faut que la dépense publique soit bien gérée. C'est pas toujours le cas. Hein, donc c'est pas toujours le cas, je suis d'accord avec vous, mais moi je serais pour, je reviens sur ce que je disais, je serais pour baisser, qu'il y ait moins de chômeurs, qu'il y ait moins de pauvres, et donc on ait moins besoin de faire des dépenses sociales, même si c'est pas l'essentiel des dépenses publiques. Faut savoir que le RSA en France, c'est moins de 15 milliards, c'est de l'ordre de 12 milliards. Les retraites, c'est plus de 300 milliards, l'essentiel des dépenses publiques, c'est des dépenses sociales, pardon, 45% des dépenses sociales en France, c'est les retraites, 35% c'est la santé, et on a 10% seulement pour tout ce qui est chômage, exclusion, et puis il y a les 10% restants qui sont pour les familles. Donc il faut là aussi sortir d'une représentation selon laquelle les dépenses sociales, ça entretiendrait essentiellement de l'assistanat, etc. Non, l'essentiel des dépenses sociales, c'est les retraites, la santé, et bon, j'arrête là. Marc? Oui, mais là, il y a tellement de choses à dire. Là, parce que, bon, il y a quelque chose de très important sur l'après-Seconde Guerre mondiale. Parce qu'effectivement, bon, malheureusement, c'était un drame. Là, c'est pas tout la même chose. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait une destruction massive, entre guillemets. Donc, il fallait reconstruire. Et après, effectivement, on a eu ce qu'on appelle le baby-boom, évidemment, qui arrive maintenant au papy-boom, c'est-à-dire maintenant, c'est les impacts sur la retraite, mais ça, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire qu'à l'époque, on a eu un effort de reconstruction énorme. Il y a eu également le plan Marshall, bien entendu. Et donc, justement, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que pour justement réduire la dette, on a réussi effectivement à générer une croissance forte. C'est ça le plus important. C'est ce qu'on n'arrive plus malheureusement à faire depuis, je dirais, une vingtaine d'années, notamment effectivement chez nous en France. Et là aussi, c'est pareil. Je vais revenir sur la dette, parce que c'est également le sujet de cette émission. Il n'y a pas 36 façons de rembourser la dette. Il n'y en a que 4. Alors, la première, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est d'augmenter les impôts. Et bon, comme déjà en France, c'est le numéro 1 mondial des impôts, si on l'augmente encore, on n'aura pas gagné grand-chose. Ça cassera effectivement la reprise. Le deuxième moyen, c'est l'inflation. Alors, bien sûr, le problème, c'est qu'on ne décrète pas l'inflation. Puis s'il y a trop d'inflation, ça casse le pouvoir d'achat. Donc la consommation ne sera pas là et donc on retombera dans une autre récession. Et donc ça ne servira pas à grand-chose. Le troisième moyen, c'est ce qu'annoncent certains. Je suis ravi de voir que Christophe, ce n'est pas son cas, mais qui disent qu'il faut annuler la dette. La BCE va le faire. Bon, je ne pense pas que la zone euro va le permettre, entre guillemets. Et surtout, on n'a pas le droit, la BCE n'a pas le droit de le faire. Parce que si vous enlevez de la dette, comme la dette, c'est la contrepartie de la masse monétaire, ça veut dire que vous détruisez de la monnaie. Donc ça n'a pas de sens en soi. Et donc, c'est voir tous ces moyens. Et admettons, même si on y arrive, à la fin, c'est un fusil à un coup. Une fois que vous l'avez fait, vous aurez une augmentation des taux d'intérêt obligataires, donc des taux de crédit, et là vous allez casser effectivement la croissance. Donc ces 3 premiers moyens sont très dangereux pour l'activité justement, et donc le dernier moyen, c'est vraiment celui que j'appelle de mes voeux, c'est effectivement une croissance économique plus forte. Et donc ça, faut pas se leurrer, ça tombe pas du ciel la croissance économique. Ça veut dire que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que justement ce qu'on évoquait à l'instant, on lâche les milliards, on ne sait pas trop effectivement, ça va, vous savez que pendant la crise, comme on a donné des aides, très bien, mais que les Français n'ont pas consommé, l'épargne des Français a augmenté de 60 milliards d'euros. Bon, alors maintenant, il faudrait qu'ils les consomment, mais c'est pas sûr, parce que comme il y a des risques de chômage, il y a cette épargne de précaution qui est en train d'augmenter. Donc le nerf de la guerre, ça reste effectivement l'investissement, l'innovation. Donc c'est pourquoi il faut vraiment qu'on mette devant nous des révolutions technologiques, bien sûr dans l'énergie, dans l'agroalimentaire, dans les nanotechnologies, dans le sanitaire, bien entendu, dans les services à la personne. Vous voyez, il y a énormément de secteurs d'activité qui vont devoir être mis en avant. C'est ce qu'on a fait après la Seconde Guerre mondiale, ou lors du New Deal de Roosevelt. Il y avait une stratégie. Mais moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on dit, bon, allez, on lâche les milliards, et puis finalement, il n'y a pas de stratégie derrière, et donc ça ne générera pas suffisamment de croissance. Donc c'est pour ça que moi-même, bon, je suis pas un libéral entre guillemets, souvent je sais que Christophe aime bien le dire, mais c'est pas forcément mon cas. Mais en tout cas, moi je suis pour les deux. Je suis à la fois pour les libertés économiques et puis pour que l'État effectivement intervienne lorsqu'on en a besoin. Donc c'est pour ça qu'on demande à l'État d'être entre guillemets efficace. C'est que justement, quand il y a des crises comme celle-ci, l'État doit être là pour relancer la machine. Or justement, quel est le pays aujourd'hui en Europe qui relance le plus la machine? C'est qui? C'est l'Allemagne. Justement parce que l'Allemagne, pendant des années, a fait des efforts, elle a réduit sa dépense publique, elle a réduit sa dette, donc ça lui donne une marge de manœuvre pour relancer la machine. Nous, la chance qu'on a en France, c'est qu'effectivement les taux d'intérêt sont très bas,
Pourquoi les taux d'intérêt sont très bas? Parce qu'il y a la zone euro, parce qu'il y a la BCE. Sinon, je peux vous dire que les taux d'intérêt, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, auraient fortement augmenté et on n'aurait pas pu augmenter la dette comme aujourd'hui. Ça aurait été une catastrophe. Donc, merci déjà, effectivement, à la Banque centrale européenne. Après, il ne faut pas pousser le bouchon un peu loin, sinon ça risque effectivement de complètement faire exploser la zone euro. Mais encore une fois, ça sert à ça. Encore une fois, les données publiques, ce n'est pas de l'argent qu'on doit dilapider n'importe comment. On doit bien les canaliser. Et c'est vrai que depuis 30 ans, on a eu des dirigeants politiques qui ont lâché, entre guillemets, je dirais, les dépenses publiques sans souci d'efficacité. Non pas sur la croissance, hein, mais sur effectivement l'emploi, sur les inégalités. Bon, je crois que vous le savez, je l'avais déjà dit, je crois, lors de notre dernier débat, mais moi je viens de citer HLM d'Orly. Donc j'ai eu la chance de m'en sortir. Hein. Je n'ai pas toujours une cravate et un costume. Ce que je dis par là, c'est que c'est grâce effectivement à la dépense publique. Mais maintenant, est-ce que ça marche encore? Est-ce que maintenant, quand vous venez d'une cité HLM ou un taux de chômage de 60%, vous avez une chance de vous en sortir? C'est pas forcément évident. Moi, j'ai connu effectivement ce qu'évoquait tout à l'heure Christophe, c'est-à-dire une situation, non pas de pauvreté, mais on va dire de difficulté. Du moins mes parents, moi j'étais jeune. Mais j'ai eu la chance effectivement de m'en sortir. Mais il faut effectivement donner cette chance. Si on a une société qui égalise par le bas, non, ce n'est pas ce qu'il faut, c'est égaliser par le haut. Et donc, bien sûr qu'il faut du plein emploi, mais pas des emplois aidés ou des emplois publics. Ce que veulent les jeunes des cités, ce n'est pas des aides, hein, ce n'est pas des emplois aidés. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du vrai boulot, c'est de la vraie activité économique. Donc, c'est là qu'est le rôle de l'État. C'est pour ça que je milite, évidemment, je suis pour un État fort dans l'économie, mais un État qui soit efficace. Donc ça, si on a vraiment quelque chose à apprendre de cette crise, c'est bien ça. C'est-à-dire, il faut pas... Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va faire les mêmes erreurs que par le passé. On va mettre un peu de dette publique ici ou là, on va colmater les brèches, on va dire allez hop, on repart comme en 40. Ben non, il faut repenser notre système économique, effectivement, vers un État qui soit plus efficace. Quelques remarques sur ce que disait Marc Toiti. Alors d'abord sur une façon de présenter des chiffres avec lesquels je ne peux pas laisser passer ça, Marc Toiti. Quand vous dites... Faites-vous plaisir. On fait des calculs de point de table pour dire, mais en fait, l'essentiel de la croissance ces dernières années, ça nous a servi à payer les intérêts. Mais non. D'abord, il faut savoir que les intérêts. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Hein. Non, mais c'est la façon de les lire qui est importante. D'abord, les intérêts de la dette, c'était à peu près 1% du PIB durant les 30 Glorieuses. D'accord ? Bon, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé durant les 30 Glorieuses ? Il faut savoir qu'on est sorti de la Seconde Guerre mondiale avec des dettes très, très élevées. Hein, des dettes très élevées, entre 150 et 300% du PIB en Europe. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait pour réduire ces dettes, d'accord ? Pas pour les annuler, parce que pas pour les réduire à zéro, hein, puisque, comment dire, la dette, c'est comme le chocolat, ça permet de lancer les activités. C'est d'ailleurs à ça qu'est liée la création monétaire. Je ne parle pas simplement des dettes publiques, mais aussi des dettes privées. La monnaie qui circule dans les économies était très, très, très utile. C'est lié au fait qu'on distribue des crédits, d'accord, à la fois au public et au privé. C'est comme ça fonctionnent nos économies. Donc, la dette, c'est une merveilleuse invention de l'humanité, d'accord. Il peut y avoir des excès de chocolat, par contre. On est un peu dans cette situation. Mais vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers jours ont été republiés, parce que des rapports assez alarmants sur le fait que ce qui est sans doute beaucoup plus alarmant, c'est la dette des entreprises. D'accord ? Puisque, comme je vous l'ai dit, l'État, il est immortel, très bien, mais la dette des entreprises, par contre, les entreprises, elles, sont mortelles. Et donc, le gros problème qu'on va avoir à gérer ces prochains mois, hein, c'est le problème de l'économie privée, hein, des risques d'effondrement de certaines entreprises. Et voilà, il y a y compris, là, à nouveau, besoin d'intervention publique pour éviter justement cet effondrement. Enfin, je reviens sur la dette publique. Et ce qui est important, hein, quand on dit que la dette publique en France va passer de 100% du PIB à de l'ordre de 115, voire un peu plus, je dirais ce qui est important, c'est la viabilité de cette dette. Hein, les États, qu'est-ce qu'ils font avec leur dette? Il faut courir la dette. Hein. Il faut que les personnes, les individus qui nous écoutent acceptent de considérer que un État, c'est pas comme un ménage. Quand vous êtes un ménage, que vous ayez une dette de 100% quand vous vous lancez dans la vie, ça arrive fréquemment. Hein, vous achetez un appartement, très bien. Bon. Mais si vous voulez passer un certain stade de votre vie, vous êtes obligé de rembourser votre dette parce que vous êtes mortel. L'État, il est immortel. Et donc, dans tous les États du monde, les États modernes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font courir leur dette. Et donc, si vous voulez, quand on dit que le poids de la dette publique, par exemple, aujourd'hui, dans un pays comme la France, si on y réfléchit bien, en fait, il est négatif. Hein, qu'est-ce qu'a fait l'agence France Trésor l'année dernière ? Elle a payé moins de 40 milliards pour payer des intérêts. Elle a remboursé à peu près 100 milliards d'obligations qui arrivaient à échéance, donc ça fait 140 milliards. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a emprunté un peu moins de 200 milliards pour
payer ces 140 milliards. Et puis, par ailleurs, il y avait un déficit primaire sur le déficit hors intérêt de la dette. Donc, dès lors que les taux d'intérêt sont faibles, et bien entendu, ça, c'est le rôle des banques centrales, de garantir que les taux d'intérêt soient faibles, eh bien, la dette est viable dès lors qu'elle permet de lancer les activités. Et c'est en relançant l'activité, d'ailleurs, qu'on peut réduire les dettes.